Ce podcast vous est présenté par Monsieur Alex. Bienvenue dans Emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la foule. Bonjour à tous et bienvenue. Alors je suis ravi de vous retrouver dans ce 3e épisode d'Emporté par la foule, le podcast où on répond à toutes vos questions. Alors il y a quelques semaines, j'avais fait une story où j'ai demandé quel est le sujet que vous aimeriez voir abordé dans ce podcast et j'ai eu pas mal de réponses autour de l'alimentation, de la nutrition, des régimes, etc. Alors bon, je sais qu'on est en mars, on commence à penser à son summer body et bien justement, aujourd'hui, on va recevoir Caroline Melconian qui est diététicienne nutritionniste, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline, donc tu es diététicienne nutritionniste, tu as un podcast qui s'appelle CUNU. Ouais, J'adore le nom. Donc alors j'ai lu, c'est un podcast qui met la fessée à la malbouffe. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle? Ouais, tout à fait, oui. Alors je sais que le nom fait rire, mais il a une intention derrière. C'est pas juste pour faire rire et pour marquer les esprits. CUNU, c'était pour culinaire et nutrition, qui sont en fait mes deux domaines de prédilection, vu que je suis diététicienne nutritionniste en effet. Donc ça c'est pour la partie nutrition, mais je suis vraiment passionnée de cuisine. J'ai un CAP pâtisserie même. Voilà, donc ça fait partie de ma vie à part entière et j'avais vraiment envie de parler de ces sujets-là en interviewant des chefs, mais aussi plein d'autres personnes. Finalement, j'aimerais par la suite interviewer des diététiciens aussi, des chercheurs, voilà, pourquoi pas des sociologues, enfin toute personne qui a des réponses sur qu'est-ce qu'on mangera demain, l'alimentation durable. Voilà, c'est plutôt ça mon envie. Ok, super. Alors, merci en tout cas. D'être là. Prie, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Ouais. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas et pour toi, je vais présenter rapidement le principe d'emporter par la foule. Alors ici, la parole, elle est à la rue. Nous sommes allés à la rencontre des passants de la foule, d'où le nom, d'où le titre. Et nous avons récolté quelques questions pour toi. Alors évidemment, tu te doutes, nous, à chaque fois, on présente, on dit, voilà, on va recevoir une diététicienne nutritionniste. Quelles questions vous aimeriez lui poser? Alors, est-ce que tu es prête pour écouter la première question? Ah bah ouais, allez, go, j'ai hâte d'entendre ça. Eh ben c'est parti. Alors la première question, tu vas voir, on va parler de toi. La première question que je lui poserai, c'est pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Alors, à la toute base, je vais essayer de pas trop raconter ma vie. Mais... Non, mais tu peux. Non, je voulais être kiné, en fait, à la base. J'avais envie, je pense, d'un métier en lien avec les gens, quelque chose dans le paramédical. Sauf que, voilà, prépa kiné, ça m'a pas du tout réussi et ça m'a pas donné envie de poursuivre. En fait, ça m'a beaucoup découragée et je suis tombée un peu par hasard sur le programme du BTS diététique où il y avait notamment des cours de cuisine. Et j'étais déjà passionnée de cuisine. Donc, ça qui m'a donné envie, ça restait dans le côté humain, dans le paramédical, et puis voilà, il y avait cet aspect alimentation, cuisine qui me plaisait déjà pas mal à la base. Et finalement, je regrette pas mon choix. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Aujourd'hui, t'es heureuse d'être tombée là-dedans, j'imagine. Ouais, carrément, parce que j'ai un parcours, j'ai fait une multitude de choses, mais tout ce que ça m'a apporté, tout ce que je peux créer autour de ce métier, en fait, je sais que je l'aurais pas fait en étant kiné, par exemple. Je pense que c'était moins un métier de passion. Et là, finalement, j'ai réussi à faire quelque chose de ma passion, quoi. Donc, c'est vraiment top. C'est vrai que l'alimentation, c'est la base de tout, j'ai l'impression, c'est ce qui régit. Enfin, je veux dire, tout le monde a un avis sur l'alimentation, tout le monde a un rapport sur l'alimentation, c'est la base de tout. Ouais, c'est clair, on mange tous les jours, plus ou moins par plaisir ou par besoin selon les personnes, ça c'est clair. Oui, après, tout le monde a un avis et parfois c'est un peu compliqué parce que tout le monde croit tout savoir sur la nutrition ou sur l'alimentation. Mais en tout cas, oui, c'est clair qu'on a tous un rapport avec l'alimentation puisqu'il faut se nourrir 3 fois par jour normalement. Donc oui, c'est quelque chose de très important et c'est ça que je trouve intéressant parce que je pense que sur ce thème-là, tu as dû rencontrer plein de gens qui ont plein de questions du coup, plus que peut-être sur un autre thème. Complètement. Ah oui, c'est vrai qu'il est arrivé par exemple dans les précédents podcasts d'avoir des personnes qui me disaient je sais pas et qui devaient prendre un petit temps pour réfléchir. Ouais. Alors que là, ce qui était intéressant avec ce podcast-là, c'est que les gens tout de suite avaient une multitude de questions. Ah, c'est fou. Pas qu'une en fait, c'est que souvent les gens disaient alors il y a ça, mais je voudrais aussi lui poser ça comme question. D'accord. Et ça. Et c'est hyper intéressant de voir que vraiment, et c'est pour ça que je me suis fait cette réflexion en me disant on ne s'est pas trompé sur ce podcast-là et sur ce sujet, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair, je pense que ça touche vraiment tout le monde. Et bien justement, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième question. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Et je la trouve pas facile, cette question. Okay. Même quand on sait ce qui est mauvais ou bien pour manger, est-ce qu'on peut se permettre de manger mal?
bonne question. Je dirais que oui, parce que même moi, en tant que diététicienne, je suis loin des clichés de je mange de la salade et des carottes. Comme beaucoup de diététiciens, je tiens à l'avouer, on est généralement assez gourmands et on aime bien la bonne bouffe, en fait. Enfin, on fait ce métier, mais bien sûr que c'est important, et même de mal manger quelquefois. En fait, je pense que tout réside dans l'équilibre. Bien sûr, on a le droit, je sais pas, de se faire un fast-food, une raclette, des nuggets. Enfin, je sais pas par quoi on appelle mal manger. Mais c'est la question que j'allais te poser justement dans l'imaginaire collectif. Bien manger, effectivement, c'est gras, c'est le sucre, c'est les burgers, c'est les frites, c'est la mayonnaise, c'est l'huile, tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec un peu ce schéma ? Oui, c'est sûr que c'est par ça qu'est représentée la malbouffe, en effet, je pense, par des produits en tout cas gras, sucrés, salés, ce qui va venir de l'industrie, les plats préparés. Donc ouais, je suis assez d'accord avec cette définition-là de la malbouffe. Mais voilà, faut être un peu raisonné dans ce qu'on dit aussi, je pense. Parce que des burgers, il y en a des très bons. Tout comme des pizzas, ça peut être un super plat parce que ça reste un plat équilibré selon ce qu'on met dessus, en fait. Donc voilà, tout est à prendre un peu avec des pincettes, j'ai envie de dire. Et justement, par rapport quand il pose la question, est-ce qu'on peut se permettre de manger mal ? Alors, je mets des guillemets. Mais par rapport à ça, on parle beaucoup, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, le cheat meal, où on se dit, une fois par semaine, on a le droit de se faire plaisir et de manger absolument n'importe quoi. Est-ce que c'est un truc avec lequel toi, tu es d'accord ? Pas forcément. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment très bien de faire un seul gros repas où on se permet de manger, je sais pas, à volonté ou autant de trucs qu'on veut. Je pense que c'est toujours mieux d'équilibrer un petit peu, sachant que l'équilibre alimentaire, ça se fait sur la semaine. Donc finalement, je ne sais pas si vous avez envie de manger des frites un soir et puis autre chose le lendemain. Enfin, voilà, je suis pas sûre en fait qu'un gros repas ce soit mieux que de répartir des petits plaisirs sur la semaine, quoi. C'est un peu comme si d'un coup on s'était frustré toute la semaine et qu'on lâchait totalement et qu'on se faisait un énorme craquage. Je pense que c'est mieux de réguler un peu sur la semaine quand on a envie, en fait. Je comprends ce que tu dis. Alors je t'avoue que tu as en face de toi quelqu'un qui a un gros rapport bizarre avec la nourriture. Et je suis du genre comme ça. Alors par le passé, maintenant ça va un peu mieux, j'ai appris, on va dire, à réguler tout doucement. Mais par le passé, en fait, j'alternais entre des moments qu'on appelle un peu hyperphagie, où je mangeais énormément, mais vraiment énormément, et des moments où j'étais en restriction totale, en fait. C'est-à-dire que je ne mangeais vraiment un repas par jour. Le midi, je mangeais ni le matin, ni le soir. Voilà. Et du coup, j'alternais vraiment entre perte de poids, prise de poids, perte de poids, prise de poids. Et forcément, avec l'âge qui avance, les pertes de poids étaient de moins en moins basses et les prises de poids étaient de plus en plus hautes. Et donc, j'avais du mal à avoir cet équilibre. Et en fait, c'est vrai qu'il m'arrivait parfois de passer par ce côté... moi, en fait, j'ai ce côté, je sais comment on fait pour bien manger. Je sais comment on équilibre une semaine, etc. Mais en fait, il y a plein de moments où je ne le fais pas. Et j'arrive pas à me raisonner. Et effectivement, je pense que c'est parce que par le passé, j'ai alterné beaucoup de moments de privation intense, beaucoup de moments où je me faisais des gros plaisirs. Et du coup, en fait, j'ai complètement dérégulé mon système d'alimentation, ce qui fait qu'effectivement, au lieu de me faire des plaisirs un coup de temps en temps, moi, ça, je sais pas le faire. Moi, je vais faire dans un truc où tu te fais des gros craquages d'un coup, au lieu d'essayer de répartir un petit peu. Ouais, c'est intéressant comme quoi on est vraiment ancré par ce qu'on a fait vivre à notre corps dans le passé, en fait. Et j'imagine qu'il y aura peut-être des questions sur les régimes par la suite. Oui, tu imagines bien. On y reviendra. Mais oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, quoi, cet effet yo-yo. Oui, justement, on va l'évoquer. Mais avant ça, avant de passer au régime, il y a une autre petite question que je trouvais aussi assez intéressante et on l'écoute tout de suite. Alors, je lui demanderai si c'est toujours sain de se poser des questions sur ce qu'on mange à longueur de temps. Alors là, je dirais plutôt non. C'est pas très sain. Je pense que ça montre un rapport compliqué en fait avec la nourriture dès qu'on commence à se poser des questions tout le temps sur ce qu'on mange, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit en privation ou en plaisir, être un peu obnubilé par la nourriture tout le temps. Dans tous les cas, voilà, je pense que c'est un petit peu, ça montre qu'il y a un petit souci peut-être. Voilà, faire attention. Une fois de plus, ça dépend aussi ce qu'elle entend par là, mais oui, en tout cas, faire attention. Je sais pas, compter ses calories, etc. Ouais, ça montre quand même qu'on a un rapport un peu compliqué avec la nourriture. C'est vrai qu'il y a tout type de profil. Par exemple, je compare, donc moi j'ai un grand frère, et quand je compare entre mon frère et moi, je me dis, mais j'aimerais tellement, des fois je le regarde et je me dis, j'aimerais tellement être comme lui, parce qu'en fait, lui, il se pose pas de questions. Il mange ce qu'il a envie de manger. Alors, il est tout à fait faim, normalement constitué. Il mange ce qu'il a envie de manger, et en fait, jamais je le vois, par exemple, se restreindre et se dire, j'ai bien envie de manger du sucre, par exemple, mais non, là, je peux pas. Jamais. Et en fait, pourtant, lui, il a la ligne, et jamais, à aucun moment, je le vois en
lutte parce que pour lui, la nourriture, c'est pas du tout un sujet en fait. Ok. Et c'est marrant de Ah voir ouais, ça, des gens c'est- comme ça. ouais. C'est super hein, quand on est comme ça. J'aimerais tellement être comme ça. Après, bon, c'est des questions de métabolisme aussi. Oui. Et peut-être que lui a toujours eu ce rapport-là avec la nourriture. Et c'est vrai que quand plus jeune, on s'est privé, bah, malheureusement, comme on disait précédemment, ça a des répercussions par la suite. Donc finalement, on a un peu dérégulé peut-être son métabolisme d'une certaine façon. Donc oui, il y a cette question de métabolisme. De toute façon, on est inégaux, ça c'est sûr. Oui. Donc il y a des gens qui vont jamais se poser la question, d'autres qui vont se la poser un petit peu. Mais je pense aussi que quand on a un rapport sain avec la nourriture, qu'on culpabilise pas, je vais pas dire qu'on peut manger tout ce qu'on veut quand on veut, c'est loin de là. Enfin, il faut garder cet équilibre. Mais je pense que quand même, quoi, quand on se fait plaisir, mais sans culpabiliser, bah, ça va avoir un impact tout autre en fait sur le corps. Finalement, c'est si on assume son petit plaisir, son petit craquage. Bah, j'ai l'impression qu'on prend pas forcément le poids qui va avec. Enfin, et si par contre on est hyper frustré, hyper crispé, à se dire oh là là, si je mange ce gâteau, je vais prendre du poids, bah, j'ai l'impression que là, en fait, la machine se met en route et qu'on s'en sort pas vraiment, quoi. Donc ouais, c'est un peu... voilà, je pense qu'il y a un truc un peu génétique, métabolisme, voilà, le corps en lui-même, mais aussi un truc un peu psychologique, quoi. Et justement, tu as dit quelque chose qui est intéressant et qui est un peu revenu dans les questions aussi quand je rencontrais les gens. C'était ce côté, le rapport à la nourriture et le rapport, quand on est plus jeune, le rapport à l'enfance en fait. C'est-à-dire que est-ce que c'est pendant l'âge, le plus jeune âge, pendant l'enfance, que se construit un peu notre rapport à la nourriture ? Oui, je pense en grande partie, en tout cas. Après, ça évolue, surtout quand on devient adulte et indépendant. Je pense qu'on change peut-être ses habitudes par rapport à ce que, ce que nos parents cuisinaient, etc. Mais oui, je pense qu'il y a aussi un lien avec ce qu'on a consommé petit, la façon de manger, ou peut-être ce qu'on a vu faire nos parents. Moi, je pense, ça va être un peu féminin ce que je vais dire, je ne sais pas si chez les hommes ça marche de la même façon, mais moi, en tout cas, dans mon entourage d'amis, par exemple, on est marqué, je pense, par des mamans qui ont fait des régimes. Voilà, on a peut-être eu cette image-là aussi, quoi, de la maman qui est peut-être tout le temps au régime, qui fait attention, qui va aussi te dire finalement attention à ce que tu manges dès que tu es petite. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une façon, bien sûr, ce qu'on vit dans l'enfance, ça nous marque pour la suite de notre vie, à tout point de vue. Je crois pas que pour l'alimentation, mais dans l'alimentation, ça marche aussi. Ouais, ça carrément. joue aussi, ouais. Écoute, la transition est toute trouvée parce que tu parlais des régimes de nos mamans et justement, on va rentrer dans ce grand chapitre qui est les régimes et on écoute tout de suite la question numéro 4. Est-ce que les régimes, ça marche? Parce qu'effectivement, quand on fait un régime, après, on reprend plus de poids. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Moi, je suis plutôt contre les régimes. En tout cas, les régimes très restrictifs, un peu comme ce que toi, tu expliquais sur ta façon de manger à une période, quoi, quand on se restreint à fond et qu'après on craque et que finalement on reprend encore plus de poids que ce qu'on a perdu. Moi, j'ai travaillé pour une méthode de perte de poids pendant, je sais pas, 4 ans. Et en fait, tous les ans, je voyais les mêmes personnes revenir, quoi, qui avaient perdu peut-être 10 kilos l'année précédente, qui avaient tout repris, voire plus. Enfin, il y a un côté, même en tant que diététicien, c'est un peu triste et dur, quoi, parce que de revoir tout le temps revenir les mêmes personnes qui sont malheureuses à cause de leur poids, c'est difficile. Donc voilà, maintenant, je suis plus contre les régimes, plutôt pour un équilibre alimentaire, faire de l'activité physique. Enfin, voilà, je pense que de se priver d'une façon ou d'une autre, c'est pas très bon. Et puis voilà, et puis il y a des régimes totalement farfelus. Un coup, on va dire qu'il faut pas manger de glucides, donc tout ce qui est féculent, pâtes, etc. Après, on va dire qu'il faut supprimer les matières grasses, alors qu'en fait, on a besoin de tout ça, quoi. Même les matières grasses, elles sont importantes pour notre organisme. Donc voilà, du coup, moi, je suis plutôt contre les régimes, et ce monsieur l'explique bien de lui-même. C'est vrai que les régimes, oui, du coup, j'en ai testé pas mal, je t'avoue. Alors, comme je te le disais, en fait, au début, c'est aussi pour ça que souvent les podcasts que je fais, ils ont toujours un rapport aussi plus ou moins loin avec moi, et je me dis, c'est des sujets qui me touchent. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est un sujet où pendant très longtemps, j'ai été notamment accompagné, etc. Et j'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec la nourriture. Et tu vois, j'en ai testé des régimes. Même quand j'étais étudiant, par exemple, je me souviens que j'ai fait le régime Dukan. Ouais. À l'époque. Donc là, je me rappelle, d'ailleurs, c'était un régime qui coûtait très cher parce qu'il fallait manger que de la viande. C'est ça. Enfin, des protéines. Et les protéines, ça coûte cher. Et je me rappelle que d'ailleurs, j'ai vraiment un souvenir très précis de ça. C'est que j'étais clairement. Donc, je l'avais fait peut-être 3 semaines. 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Et que vraiment, la dernière semaine avait été super compliquée. Et je me rappelle que je prenais des bains et que quand je me relevais de mon bain, j'avais la tête qui tournait, mais je devais aller m'allonger dans mon lit pendant au moins 20 minutes parce que tout tournait autour de moi. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis. Alors, ça marchait. Clairement, je perdais du poids, alors là, il n'y a pas de problème. Mais je me sentais faible. Le niveau études, forcément, il n'y a rien qui rentrait. J'étais en droit, donc rien ne rentrait dans ma tête. Et alors, surtout, après 3 semaines,
on arrête, parce qu'on ne peut pas manger que de la viande toute sa vie. Non. Hein. Donc on arrête forcément, on reprend une alimentation entre grands guillemets normale, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire une alimentation normale. Et là, bim, on reprend tout, mais en plus, on se reprend un petit bonus au passage. Donc en fait, on se dit, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie. Et tout ça pour qu'au final, 3 mois après, on ait repris plus que ce qu'on avait à la base. C'est ça, en fait, je pense que c'est le genre de régime. Peut-être qu'il y a des personnes chez qui ça fonctionne, mais en fait, c'est qu'elles vont s'y tenir toute leur vie. Enfin, en fait, après, tu changes carrément ta façon de vivre, en fait, quand tu veux suivre un truc comme ça, où tu alternes des moments où tu ne manges que des protéines, après tu réintroduis les autres aliments. Enfin, ouais, si tu veux que ça marche, voilà, je pense que tu le fais toute ta vie. Et sachant qu'il y a quand même des dangers à côté. Enfin, en effet, quand on ne mange que des protéines sur une certaine période, c'est pas bon pour les reins, notamment, etc. Donc oui, en fait, c'est ça, quoi. Si tu veux que ça fonctionne, je pense qu'il faut s'y tenir à fond, mais c'est un peu triste après. Quoi, c'est ce que j'allais dire, c'est triste. De plus faire plaisir, ou enfin voilà, le côté social aussi de l'alimentation qui est hyper important. Donc c'est vrai que quand on suit un régime, on est vite mis de côté, c'est compliqué. Voilà, on peut s'empêcher de sortir. Par exemple, je me rappelle que quand je faisais ce régime-là, si on m'invitait au restaurant ou quoi, le soir, je disais non. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'aller au restaurant et de ne manger que de la viande. Il y a un peu ce truc de si tu dis que tu es au régime et que tu vas au resto, après les gens vont un peu soit se moquer de toi, soit vont te dire allez, tu peux quand même prendre un dessert. Enfin, exactement. Il y a un peu ce regard des autres qui est hyper compliqué. Et je comprends qu'on préfère rester chez soi, quitte à être tout seul, plutôt que de passer un moment avec ses potes, parce que ça va être une souffrance finalement. Donc donc c'est pour ça dans les régimes je trouve qu'il y a vraiment un rapport pas très sain en fait. Le meilleur régime finalement c'est d'apprendre à manger correctement et de l'appliquer et de se faire plaisir un coup de temps en temps et puis de rien s'interdire, j'imagine. Ouais, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, ne rien s'interdire, ça veut pas dire manger des trucs gras et sucrés en grosse quantité, évidemment, il y a vraiment ce truc de proportion, d'équilibre. L'activité physique à côté, moi je prendrais ça toujours, et puis s'écouter. En fait, je crois qu'on s'écoute pas assez. Moi, je sais que personnellement, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'aimerais me former dans le futur, en fait, dans mon métier de diététicienne, être plus à l'écoute de son corps et des sensations. Je pense qu'on a perdu ce qu'est la sensation de faim, en fait. Je pense que peu d'entre nous, aujourd'hui, savent vraiment ce que c'est d'avoir faim, parce qu'on mange plus qu'il ne faut, souvent. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Revenir à ces sensations-là, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas mal, du coup. Ok, super. Écoute, on a fini avec cette première salve de questions. Et maintenant, c'est justement, on parlait des régimes, le moment de découvrir ce que pensent les passants des régimes et leur avis sur la question. Donc on est allé dans la rue, on a demandé aux gens, est-ce que vous avez déjà fait un régime et est-ce que vous pouvez nous en parler? Et on écoute leur réponse tout de suite. Super. Oui, j'ai fait des tonnes de régimes dès que j'ai été adolescente. Ça n'a pas marché. J'ai fait aussi comme j'aime pendant plus d'1 an. Ça a très bien marché, mais j'ai repris du poids par la suite. Et voilà, je préfère vivre bien et rester comme je suis. Alors, j'ai déjà fait plusieurs régimes et je ne pense pas que ce soit des régimes très conseillés. Donc, le premier régime que j'ai fait, c'est un régime où je mangeais 2 repas par jour. Le premier repas, c'était 3 blancs d'œufs, 100 grammes de produits laitiers et c'est tout. Le deuxième, c'était pareil. Donc, juste des blancs d'œufs, 3 midi, 3 au soir, pendant 1 semaine. J'ai perdu 8 kilos en 1 semaine. J'ai perdu essentiellement de l'eau, je pense. Mais j'avais bien maigri, j'avais bien fondu, surtout au niveau du visage. Mais comme juste après, je me suis permis de remanger, ça n'a pas forcément tenu sur la durée. J'ai fait un deuxième régime où cette fois-ci, je ne buvais que de l'eau pendant 5 jours. C'était juste avant de me remettre au sport. Donc j'ai bu que de l'eau, c'est un régime hydrique. Je me suis senti mieux, j'avais du mal à dormir. Mais maintenant que j'ai repris le sport, ça va mieux. Et j'avance petit à petit vers le poids que je me suis fixé. Je n'ai pas fait de régime, jamais, parce que je suis bien comme je suis. J'ai déjà fait des régimes quand je faisais énormément de sport pour justement prendre plus de masse ou avoir une récupération meilleure. Donc je prenais beaucoup de sucre lent, etc. Et beaucoup de protéines après le sport. Alors oui, j'ai déjà fait un régime. Il y a 1 an, j'ai perdu 25 kilos et j'ai fait attention en fait à ce que je mangeais avec les calories, en calculant les calories. Et ça marche quand on s'y tient. Alors non, je n'ai jamais fait de régime, mais j'ai déjà fait attention, manger plus sainement. Alors j'ai jamais fait de régime, mais je fais attention à mon alimentation, c'est-à-dire que je ne consomme pas de produits transformés pendant une période de 15 jours par exemple. Oui, j'ai eu des résultats, oui, clairement. C'est-à-dire on perd un peu de poids, mais surtout on se sent beaucoup mieux.
mieux et on a moins mal au ventre, moins de problèmes de digestion, tout ça. J'en ai jamais fait. J'ai une réplique de ma tante qui me dit toujours ne fais jamais de régime, c'est le pire régime du monde. Voilà, j'en ai jamais fait. C'est super. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu écoutes tout ça? Ah, plein de choses. J'aimerais rebondir. Enfin, à chaque fin de témoignage, j'avais envie de dire quelque chose. C'est hyper intéressant parce que c'est la vraie vie. Je crois que ça résume bien tout ce que j'ai en tête, en tout cas. Que ce soit la première personne qui parle des 2 régimes qu'elle a fait, notamment comme j'aime son dernier régime, où elle a fini par reprendre du poids. C'est pareil, en fait, ce type de régime, on t'apporte des repas tout faits. Du coup, tu ne réfléchis pas finalement à ce que tu manges. Donc, le jour où tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il n'y a plus personne qui te cuisine tes petits plats. Donc, comment tu trouves ton équilibre? Enfin, voilà, ça n'apprend rien aux gens, j'ai l'impression, ce genre de régime. Le monsieur qui parle des aliments ultra transformés, ça c'est un autre grand sujet qui m'intéresse à fond et que j'adore. C'est il explique quoi, qu'on se sent mieux quand on consomme pas ces produits-là, qu'il y ait une perte de poids ou pas en fait. C'est juste en tout cas un bien-être digestif. Celui qui a fait un régime où il n'a bu que de l'eau, ça fait rire quoi. Enfin, ça fait rire et ça fait peur en fait. Tu vois, je me dis waouh, tenir 5 jours comme ça. Il y a des jeunes et ce genre de choses existe. J'ai pas trop d'avis sur la question. Ça peut sûrement avoir des bienfaits, mais souvent voilà, tu peux quand même boire des bouillons par exemple, enfin des choses qui vont t'apporter un peu de vitamines et de minéraux quoi. Juste de l'eau, c'est quand même ça doit être déjà hyper dur à tenir. Et puis niveau énergie, le pauvre, c'est tellement important. Ça apporte tellement de choses. Enfin, l'organisme, s'il n'a pas de carburant, il ne fonctionne pas, quoi. Donc, bien sûr, il faut se permettre de manger. Ouais, c'est intéressant, cette phrase, du coup. Ouais. C'est vrai que je me rappelle du coup d'un moment où quand tu vois, ça m'arrivait souvent de faire ce genre de choses. Tu vois, je petit déjeune jamais le matin. D'ailleurs, il y aura une question après là-dessus. Moi, je petit déjeune jamais parce que depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai pas très faim le matin. Et j'ai pas faim. Et si je mange le matin, tu vois, j'ai pas faim le midi. Et du coup, il y avait un moment quand je faisais des régimes, moi, le seul repas sur lequel je pouvais, on va dire, jouer, c'était celui du soir. Je mangeais plus le soir. Et c'était marrant parce que je me rappelle, et ça vraiment, c'était direct, que quand je faisais ces régimes-là, le soir, je pouvais pas regarder un film, je m'endormais tout de suite. Et en fait, mon corps était crevé. Donc c'était vraiment, et le soir vraiment, des fois je m'endormais à 21h, 21h30, et c'est genre je me mettais dans le canapé, je regardais un film, je tenais pas du tout, ou même au cinéma. Je sentais mon corps partir et j'étais fatigué quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, et d'ailleurs ça m'a fait du bien au final, j'ai vraiment commencé, ce que je faisais pas du tout avant, à mettre des connexions entre mon énergie et mon alimentation. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté d'ailleurs de faire ça, de ne plus manger le soir, parce que je me disais, ok, certes, t'arrêtes de manger le soir, ouais, tu maigris, c'est génial. Par contre, t'as plus du tout d'énergie, ce qui fait que t'es fatigué tout le temps et en fait t'as la flemme et tu travailles pas. Et du coup je suis très pro, j'adore avancer dans mes projets, me challenger, etc. Et ça j'arrivais plus à le faire parce que j'avais plus la force. Et à partir du moment où j'ai réussi à connecter alimentation comme un carburant finalement pour ton corps, et que quand il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'essence, donc ta voiture elle avance plus. C'est ça. Et je me suis dit ok, je veux pas renoncer à mes projets pro pour ça. Donc je me suis dit que j'arrêtais plus en fait. Et c'est des petits déclics comme ça à droite à gauche en fait qui m'ont fait un peu avancer et normaliser un peu mon rapport à l'alimentation, qui fait qu'aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, de toute façon, je ne sais pas ce qu'est la perfection dans l'alimentation, mais en tout cas, je suis bien mieux aujourd'hui dans un rapport avec mon alimentation que je pouvais l'être il y a 5 ans ou il y a 10 ans, où vraiment je suis passé par des phases où j'avais vraiment un rapport à la nourriture qui était hyper compliqué, quoi. Clairement. Ouais, c'est intéressant, c'est un vrai cheminement en fait, je pense, c'est clair. C'est comme beaucoup de choses dans la vie, il faut du temps, de la réflexion, écouter des podcasts, peut-être aujourd'hui, maintenant qu'il y a plein de podcasts qui existent. Ouais, je pense que lire des livres et puis le vivre soi-même, enfin toi en tout cas, c'est vraiment ton vécu qui a fait que tu as pris en compte ce fait qu'il fallait manger et que ça te faisait du bien pour tes projets. Donc oui, il faut pas... Faut faire attention quoi, à ce qu'on mange, à comment on mange et la fréquence des repas, même si on en viendra après, je crois. Oui. On va tout de suite écouter la 5e question, on en parlait tout à l'heure, c'est sur les petits déjeuners. Est-ce que c'est grave de ne pas manger le matin ? Alors non, c'est pas grave. C'est sûr que nous, par exemple, en BTS diététique, on apprend l'équilibre sur la journée, le petit déjeuner, dîner, etc. Après, je dirais que c'est vraiment selon la personne. Enfin, l'alimentation, je pense que ça reste quelque chose de libre et de très individuel. Donc, par exemple, toi, tu disais que le matin, tu n'as jamais eu faim. Ouais, en fait, on ne va pas te forcer à prendre un petit déjeuner. Vaut mieux que tu équilibres sur le reste de ta journée. Donc c'est pas grave, quoi, en soi, de ne pas prendre de petit déjeuner. Une fois de plus, c'est ce truc de s'écouter et manger quand on a faim. Donc, moi, je connais plein de gens qui
qui n'ont pas faim quand ils se lèvent, mais qui vont peut-être avoir faim une demi-heure ou une heure après. Donc, on peut emmener de quoi faire un petit déj au bureau si c'est possible, par exemple, ou manger quelque chose dans les transports. C'est pas l'idéal, évidemment, mais voilà, plutôt manger quand on a faim. Donc, non, c'est pas grave de pas prendre de petit déj. C'est vrai qu'on entend souvent c'est le repas le plus important de la journée, etc. Et du coup, on culpabilise. Moi, pendant longtemps, j'ai culpabilisé en me disant mais moi, je petit déjeune pas. Et puis après, j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a un peu aussi une sorte de contre-courant de paroles qui se libèrent en disant oui, le petit déjeuner, si vous pouvez manger le matin, c'est bien, ça fait partie des repas structurants de la journée. Mais si vous n'avez pas faim, ce que tu viens de dire, si vous n'avez pas faim le matin, vous n'allez pas vous évanouir, quoi. Non, c'est ça. En effet, ça reste un repas hyper important pour ceux qui le prennent. Enfin, voilà. Dans l'idéal, c'est sûr que c'est bien d'en prendre un, puisque le corps a quand même jeûné pendant toute la nuit de sommeil. Pendant que nous, on dort, lui, il continue à travailler. Donc, il continue à brûler des calories, à utiliser le carburant. Donc, oui, évidemment, dans l'idéal, il faut recharger un peu les batteries le matin quand on se lève. Mais voilà, une fois de plus, si c'est un peu plus tard dans la matinée et pas à 7h du matin quand le réveil sonne, c'est pas très grave, quoi. Et peut-être que les gens aussi qui ne mangent pas le matin font peut-être un dîner qui est un peu plus copieux et qui leur permet de tenir aussi. Enfin, voilà. Une fois de plus, c'est vraiment l'équilibre sur la journée qu'il faut regarder aussi. D'accord. Et justement, tu viens d'évoquer un point. Tu viens de parler du jeûne qui se passe pendant la nuit. Et on avait une question à propos du jeûne intermittent. Alors, j'aimerais connaître son avis sur le jeûne intermittent, parce que c'est très à la mode actuellement. Et j'aimerais savoir si c'est vraiment efficace. Tu vois, finalement, la personne qui demandait si sauter le petit déjeuner, c'est grave ou pas, ça fait partie. Enfin, finalement, c'est un genre de jeûne intermittent, quoi. Le jeûne intermittent, c'est qu'on va généralement sauter le petit déjeuner ou le dîner, par exemple. J'ai rien contre. Enfin, une fois de plus, quoi, si c'est un peu quelque chose de naturel chez la personne, pourquoi pas. Après, le faire à des fins, je sais pas, de perte de poids ou quoi, pareil, quoi. Faut voir si c'est quelque chose de restrictif ou pas. Oui, ça dépend comment on le vit, finalement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut voir dans quel but on le fait. Oui, après, les personnes que je connais qui ont pu faire le jeûne intermittent ou qui le font, oui, généralement, c'est vrai qu'il y a des bienfaits. Enfin, en effet, ils se sentent peut-être un peu plus légers ou la digestion va se faire plus facile. D'accord, ça marche. Là, on va parler de quelque chose qui concerne quand même pas mal de monde et de plus en plus de personnes. C'est tout ce qui est autour du végétarien, du véganisme, ce genre de choses. Et donc, on a une question à propos de ça. Comment bien se nourrir quand on veut être végétarien ou vegan, c'est-à-dire quels aliments on peut manger pour ne pas avoir de carence nutritive? Super, j'aime bien ce genre de questions, je trouve ça hyper intéressant, c'est très en vogue, qu'on mange moins de viande ou plus du tout. Alors, quand on est végétarien ou vegan d'ailleurs, ce qui va être important pour remplacer les protéines animales, c'est de consommer des légumes secs et des céréales au même repas. D'accord. Puisqu'en fait, il va y avoir une complémentarité entre ces deux aliments d'un point de vue des protéines. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, j'ai peur de perdre les gens. Mais voilà, en gros, pour avoir vraiment un apport en protéines intéressant qui va remplacer la viande, il faut vraiment avoir cette complémentarité entre les légumes secs et les céréales. Et il y a des plats dans certains pays qui le sont naturellement. En fait, je sais pas, on peut prendre l'exemple du dal de lentilles en Inde qui est servi avec du riz. On va avoir en fait naturellement cette complémentarité qui donne un plat végétarien très équilibré, tout comme je sais pas, des pois chiches et de la semoule dans le couscous ou ce genre de choses. Donc voilà, ça va être le premier point pour vraiment pouvoir remplacer les protéines animales. Les légumes secs, c'est super déjà pour plein de choses, mais voilà, chez les végétariens et les véganes, c'est très important. Et chez les véganes, ce à quoi il faut faire attention, c'est la vitamine B12, qui est une vitamine qu'on ne trouve que dans les produits d'origine animale. D'accord. Donc du coup, chez les végétariens, généralement, on consomme encore des œufs et du fromage, des produits laitiers. Donc on a un apport dans cette vitamine, mais on ne l'a pas chez les véganes. Donc du coup, généralement, il faut quand même avoir une petite complémentation, un complément alimentaire en vitamine B12 pour ne pas avoir de carence. D'accord, ok. Et toi, c'est quoi ton avis sur la question, sur ces régimes? Enfin, c'est de plus en plus de personnes qui se mettent à être véganes ou végétariennes, d'ailleurs, que ce soit pour des raisons finalement soit écologiques, soit des raisons de protection animale, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça plutôt positif. Moi, je sais que personnellement, je vais être, on va dire, flexitarienne, quelque chose dont on parle beaucoup. Les personnes, un peu comme toi aussi, qui réduisent leur consommation de viande pour en consommer moins, mais mieux. Et du coup, ça fait beaucoup de repas végés quand même à côté. Du coup, je trouve ça plutôt positif, en fait, cette évolution peut-être des consciences, qu'on soit totalement végétarien ou pas. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est bénéfique pour la planète et pour la santé de manger moins de viande ou moins de protéines animales, même le poisson, parce qu'on ne sait pas toujours d'où il vient, comment il est élevé, ce qu'on trouve dedans. Donc oui, je trouve ça assez intéressant.
Voilà. Après, c'est comme pour tout, faut pas être peut-être trop radical ou trop extrémiste. Voilà. C'est peut-être là où ça devient plus problématique, mais sinon, chacun fait ce qu'il veut, et si chacun se trouve bien avec ce qu'il consomme, c'est le principal. C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression, sur l'alimentation. C'était quand même au début des années, dans les années 80-90, j'ai l'impression que c'était un peu l'américanisation, alors sans pointer du doigt un pays entier, mais voilà, c'était l'arrivée des fast-foods, les cornflakes, le matin, tous les produits transformés, et j'ai l'impression qu'il y a un énorme retour en arrière en ce moment, ou au contraire, on retourne, même on le voit dans les hypermarchés, il y a de plus en plus de rayons de rayons de légumes, ils prennent de plus en plus de place, alors que les produits transformés sont un peu moins mis en avant. J'imagine que tout ça, ça doit quand même te faire plaisir. Ah oui, moi, ça me fait très plaisir, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je suis loin d'être parfaite. Moi aussi, il y a des jours où je consomme des produits ultra transformés, il y a des trucs que j'aime bien, parce qu'on a peut-être été éduqués avec aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette question-là. On en parlait tout à l'heure de comment on mangeait plus jeune. Et je pense qu'en effet, dans notre enfance, on se posait moins de questions. Moi, je sais que ma mère, des fois, me dit « Mais si j'avais su, quoi, ce que je vous ai fait manger ?» Et bon, pour autant, on est quand même en bonne santé et tout va bien. Oui. Mais oui, je pense qu'il y a une vraie prise des consciences maintenant. Et oui, et même des fois, c'est un peu... Ça donne envie encore de s'énerver un peu, quoi, parce qu'on sait maintenant tout ce qu'il y a dedans et ce qui est mauvais, que ce soit pour la planète ou pour la santé, mais on continue, en fait, à produire et à consommer beaucoup de ces produits-là. Mais oui, bien sûr, c'est quand même très positif de voir l'éveil des consciences ou... Moi, je vois avec mon podcast, c'est vrai que les retours que j'ai, en tout cas, les gens, ça les fait réfléchir sur ce qu'ils consomment. Moi-même, ça me fait beaucoup réfléchir alors que je suis le nez dedans tout le temps, quoi, dans cette réflexion-là. Donc, ouais, je pense que c'est bien qu'il y ait cet éveil des consciences et que les gens prennent conscience de ça. C'est peut-être encore un peu lent, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, j'espère, en tout cas, j'espère vraiment. Ok. C'est l'intérêt également de faire ce genre de podcast, d'avoir toi ton podcast. Alors moi, c'est un numéro entre autres, mais voilà, je pense que c'est des sujets qui sont hyper importants aujourd'hui. Et puis je vois que même moi, là, en étant en face de toi et en réalisant ce podcast, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'apprends et je me nourris énormément de ce que tu dis. Et tu vois, ça fait vraiment écho. Ouais. Donc, j'espère que ça fera écho chez beaucoup d'auditeurs. Oui, j'espère aussi. Et on passe à la prochaine question. Alors là, on va parler des calories. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions à propos des calories et qui ne comprennent pas exactement comment ça se passe. Et je pense que la personne qui va te poser cette question, elle a un peu synthétisé tout ça. Ah, ok. Quand on veut commencer un régime basse calories et qu'on réduit le nombre de calories qu'on mange tous les jours, est-ce que manger par exemple 1000 calories de bonbons et 1000 calories d'autres ingrédients, ça aura pas forcément le même impact, mais est-ce que ça permet aussi de maigrir ? Ah ouais, c'est intéressant. Oui, on va maigrir parce qu'on mange que 1000 calories. Mais bon, si on mange 1000 calories de bonbons, on va avoir que du sucre et on va se priver de tous les autres nutriments. Donc en effet, c'est pas du tout pareil de manger 1000 calories de bonbons et 1000 calories d'une alimentation variée et équilibrée. Donc oui, en effet, c'est assez bien résumé ce qu'il dit. La réponse est dans sa question en fait. Mais oui, bien sûr, c'est pas la même chose de manger 1000 calories réparties sur la journée avec de la viande, des fruits, des légumes qui vont apporter tout ce qu'il faut pour l'organisme que de manger un seul ingrédient. Oui. Je pense qu'il y a des régimes comme ça qui existent, ou en tout cas des études où les personnes ne mangent que du chocolat toute la journée. Donc on va se rendre compte que les personnes qui adorent le chocolat vont manger que ça, vont perdre du poids. Généralement, au bout d'un moment, elles saturent et elles sont un peu dégoûtées du chocolat. Mais oui, bien sûr, on perd du poids. Mais voilà, après, on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, la fatigue et tous les maux qui vont avec un régime déstructuré. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais avec quelqu'un qui mangeait du McDonald's, mais en dessous du ratio de calories, donc il mangeait que McDonald's tous les jours, mais il comptait les calories de ce qu'il mangeait. Et il a perdu du poids. Sauf que par contre, son moral était en berne, parce que ça n'allait pas, il y avait des carences, mais effectivement, en fait, à partir du moment où c'est comme une voiture finalement, on reprend ce schéma-là, mais si on brûle plus d'essence qu'on en consomme, on est d'accord que du coup on va maigrir, peu importe le type d'essence. Donc si on mange comme tu disais, que du chocolat, en fait, oui, on va maigrir. Par contre, on va le payer un jour. C'est ça, en fait, je pense que les personnes qui veulent perdre du poids à tout prix, elles ont cet objectif de perte de poids, mais elles ne se rendent pas compte de l'impact en fait pour la santé derrière. Tout comme une personne, tu prenais l'exemple de ton frère tout à l'heure, mais il y en a plein des gens qui mangent un peu tout ce qu'ils veulent tout le temps, qui prennent pas de poids. Mais ce ne sera pas pareil s'ils mangent que des trucs gras toute la journée ou une alimentation plus équilibrée. Certes, ils prendront pas de poids, mais peut-être que dans quelques années, ils le paieront au niveau de la santé, ou peut-être qu'ils ont du cholestérol ou je ne sais quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est un corps dans son ensemble, que quand on perd du poids, il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi derrière
derrière, voilà, comme on le disait, l'énergie, est-ce qu'on se sent quand même bien, est-ce qu'on est fatigué ou pas, et puis dans quelques années, voilà, comment le corps aura vécu tout ça, quoi. Donc oui, quand on perd du poids, il faut vraiment prendre en compte tout, pas juste la perte de poids, quoi. Pas juste être content d'avoir perdu du poids parce qu'on a mangé 1000 calories de je ne sais quoi. Ouais. Et justement, on parlait donc des 1000 calories de bonbons, Ouais. et on est allé dans les rues de Lille pour aller poser des questions aux passants, à la foule, à propos du sucre. Quel est leur rapport avec le sucre? Parce que c'est vrai que le sucre, on entend tout et son contraire à son sujet. clair. Et donc, on va écouter un peu ce qu'ils en pensent. Je fais très attention au sucre. Alors, pour tout vous dire, je suis médecin. Hein. D'accord. Je fais très attention au sucre et j'essaye d'en consommer le moins possible, ou alors des sucres naturels comme des fruits. Là, actuellement, je suis en train de réduire légèrement les quantités, mais je mange du sucre au petit déjeuner. Je mange souvent c'est des gâteaux, des pâtisseries. Je bois beaucoup de soda et j'aime le chocolat, donc ça m'arrive de manger des chocolats. Et les chocolats que je peux manger, c'est des Maltesers, des M&M's. C'est pas tous les jours parce que c'est des produits un peu chers, mais j'en mange dès qu'il y en a. Dès qu'il y en a, j'en mange. Alors oui, je consomme du sucre. Je viens de tout arrêter parce que mon analyse de sang était moins bonne que prévu. Donc du coup, maintenant, c'est eau et plus de sucre dans le café. Parce que je consomme du sucre, je consomme pas mal de sucre. Je suis un peu addict au sucre. Genre, je sais que par moment, j'ai besoin de sucre dans ma journée pour que ma journée se passe bien. Je consomme quand même assez de sucre, mais c'est surtout du sucre rapide, du type les sodas ou les gâteaux. Parfois c'est efficace et j'en ai besoin durant la journée. Bah oui, vous le voyez, donc j'essaye de ne pas manger trop souvent de pâtes et pas trop souvent de tarte aux pommes non plus, mais c'est vrai que ça m'arrive quand même une fois tous les 15 jours minimum. Alors je n'en consomme pas beaucoup, mais je pense quand même que... Mais en fait, je voudrais ne plus en consommer du tout. Alors, je consomme du sucre, mais je fais très attention quand j'en consomme. Après, j'équilibre lors de mes prochains repas de ne pas en manger. J'essaye de beaucoup marcher, d'éliminer en fait. Voilà un peu les réponses qu'on a pu avoir à propos du sucre. Alors, qu'est-ce que toi, ça t'évoque, ce genre de réponse? Une fois de plus, c'est hyper intéressant. J'aime bien les retours des gens. En fait, il y a une personne qui parle des pâtes, alors que les autres pensent, quand on leur parle de sucre, ils pensent du sucre dans le café, les bonbons et tout ça. Donc, c'est assez intéressant qu'il y ait une personne qui ait pensé aux pâtes, parce que c'est pas le même sucre. Enfin, du coup, dans les pâtes et les féculents, ça va être des glucides complexes dont l'organisme a besoin. C'est le principal carburant de l'organisme. Alors que le sucre, comme le sucre blanc qu'on met dans son café, c'est un aliment plutôt plaisir dont on peut se passer en fait. Donc c'est intéressant. J'aimerais bien poser la question à ces personnes qui veulent totalement supprimer le sucre en leur demandant pourquoi. C'est vrai qu'en ce moment on vante beaucoup les bienfaits de supprimer totalement le sucre. Il y a eu beaucoup de livres de personnes qui témoignent de ce genre de choses en disant qu'elles se sentent mieux. Ça a sûrement des bienfaits. Après, pour moi, c'est comme tout, quoi. Il faut en garder. Ça peut être un plaisir, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Un aliment plaisir, que ce soit un morceau de sucre dans son café, un morceau de chocolat, une pâtisserie quand on en a envie. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Que ça me fait penser à ça. Il y a vraiment une différence, on est d'accord, entre les sucres lents et les sucres rapides, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Parce que les sucres rapides, c'est quoi? C'est tout ce qui est barre de chocolat Ouais, c'est ça, sucre rapide. C'est les glucides simples, ça va être tout ce qui est sucre, le chocolat, les bonbons, ce qu'on trouve dans les pâtisseries. Ça t'apporte de l'énergie sur du court terme. Ça va faire monter la glycémie, mais elle redescend assez vite derrière. Et voilà, c'est là où on peut faire un peu des hypoglycémies réactionnelles, donc pas se sentir très bien en fait quand on mange des grandes quantités de sucre. Là où les glucides complexes, donc ça t'apporte de l'énergie sur le long terme, c'est tout ce qui est céréales et qui vont te permettre en fait de tenir sur ta journée, de pas avoir de fringales ni de coups de fatigue en fait. Donc il y a vraiment une différence entre les deux et c'est pour ça que les glucides complexes on peut pas s'en passer, alors que les glucides simples, les sucres, on va pouvoir par contre s'en passer, quoi. C'est plutôt le petit plaisir. D'accord. Écoute, on va passer maintenant à la dernière salve de questions. Okay. Donc on a encore 4 questions à voir ensemble et on va commencer tout de suite avec un point qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a une différence, des différences alimentaires entre les hommes et les femmes? Alors des différences alimentaires,
Oui, en tout cas, il y a des différences sur le métabolisme. C'est vrai que les hommes peuvent consommer plus de calories parce qu'ils ont un métabolisme qui va brûler plus. Donc, on a cette différence-là. Après, d'un point de vue alimentaire en tant que tel, non. Enfin, l'alimentation équilibrée, ça reste la même pour tout le monde. Ça va être juste une question de quantité où les hommes, oui, généralement, ils peuvent consommer un peu plus de viande, par exemple. Parce qu'il la brûle plus plus de facilement, c'est féculents ça parce qu'ils vont brûler davantage, en fait, et plus facilement. Ouais, tout à fait. Mais à part ça, il n'y a pas, par exemple, parce que des fois on entend des choses du style ouais, mais le sucre ça profite plus aux femmes qu'aux hommes. C'est pas vrai ça. Non, c'est vraiment ce truc de métabolisme. En effet, on n'est pas constitué tout à fait de la même façon. En tout cas, on ne brûle pas les graisses de la même façon. Voilà, chez les femmes, il y a quand même ce côté peut-être réserve. On est faite à la base pour procréer, pour avoir des enfants. Enfin voilà, il y a un peu ce côté, réserve pour l'enfant plus tard, qu'il n'y a pas chez l'homme en fait. Donc oui, bien sûr, c'est ça la différence. Et donc c'est pour ça qu'on dit que chez les femmes, oui, il y a des choses qui vont plus profiter que chez les hommes, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on profite pas pareil. Parce que j'ai remarqué quand même, globalement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand même, globalement, les femmes, elles vont plus avoir tendance à prendre au niveau des hanches et les hommes au niveau du ventre. Hein, on le voit, les hommes. Moi, je sais que quand je prends du poids, c'est le ventre directement. Pourtant, je bois pas de bière, je bois pas d'alcool. Mais alors, moi, c'est le ventre. Hein. Ouais, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On a des morphologies qui sont différentes aussi. Et donc, on va pas stocker au même endroit. Ouais, tout à fait. Je sais qu'on parle de morphologie androïde et gynoïde. Alors, si je me trompe pas, si je me rappelle de mes cours de BTS, androïde, ça doit être chez les hommes et gynoïde chez les femmes. Et en effet, c'est ça. Les femmes vont plus prendre au niveau des hanches, des cuisses, et les hommes plutôt au niveau du ventre. D'accord, mais peu importe ce qu'on mange finalement, Et c'est peu juste importe là. ce qu'on mange, c'est la nature qui est faite un peu comme ça, quoi. C'est vrai que souvent les hommes en vieillissant, ils ont un petit bidon et puis des petites jambes un peu minces. et les femmes, elles prennent un peu du ventre au bout d'un moment avec la ménopause, etc. Mais oui, plutôt des hanches et puis un peu ce qu'on appelle la culotte de cheval, voilà, la cellulite. C'est vrai que la cellulite, c'est marrant parce que ça concerne quasiment que les femmes. Ouais, c'est assez féminin, en effet, la cellulite. Mais voilà, après, c'est quelque chose de naturel. Enfin, il ne faut pas, je pense, essayer de la combattre à tout prix. Enfin, on en aura tous à un moment, enfin toutes plutôt à un moment. Voilà, on peut l'atténuer en faisant du sport, par exemple, et en étant musclé. Mais voilà, malheureusement, c'est naturel. Et on va enchaîner justement, on va parler de génétique. On en a parlé pas mal depuis le début finalement, mais on avait une question à ce sujet qui était assez intéressante. Est-ce que la génétique influence le régime et l'éventuelle perte de poids ? Alors, je dirais que oui. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans nos études de diététiciens. Mais oui, je pense que clairement, puis ça se voit en fait, je trouve, dans des familles, on retrouve un peu la même corpulence entre les parents et les enfants. Donc oui, je pense que clairement, il y a un lien entre les deux, mais ce n'est pas tout, évidemment. Il y a aussi notre alimentation, si on fait du sport ou non. Mais oui, je pense qu'il y a une partie de génétique, ouais. Oui, donc il y a une partie finalement, c'est dans nos gènes, puis il y a une partie aussi par mimétisme, tu le disais au début, quand on voit par exemple comment nos parents mangent, ou quand on même, de toute façon la plupart du temps, quand on est gamin, quand on a moins de 15 ans, c'est nos parents qui nous font à manger, quoi. Et donc du coup, nous, on apprend, on se construit par rapport à l'alimentation de nos parents, ce qui fait que si nos parents, par exemple, ils ont une alimentation très riche en gras, on va avoir tendance à la reproduire parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc c'est vrai qu'il y a souvent une sorte de mimétisme qui fait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens se battre, beaucoup sur les réseaux sociaux et se dire « mais moi, je veux ce corps-là, je veux être mince, je veux être fit, je veux être sur la plage, je veux avoir des tablettes de chocolat, je veux être incroyable ». Mais sauf que c'est aussi se battre parfois contre sa nature et que des fois, c'est tellement plus apaisant de s'accepter comme on est. Et puis, les petites poignées d'amour, les petits... des fois, c'est mignon aussi. Hein. On n'est pas obligé d'avoir tous le même corps, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais sûr, c'est ce qu'on se disait juste avant, quoi. Tu peux pas aller contre ta nature et contre ta morphologie, en fait, à un moment. On peut bien sûr faire un effort. J'aime pas trop ce terme, mais oui, faire du sport, en tout cas, pour être en bonne forme et avoir un corps qui nous plaît peut-être un petit peu plus. Mais oui, les mannequins et tout ça, sans parler qu'aujourd'hui, tout ce qui est Photoshop et compagnie, voilà. Ça fausse un peu le rapport qu'on a. Ça fausse carrément le rapport qu'on a. Justement, on va passer à la prochaine question. Alors, personnellement, la prochaine question, elle m'intéresse assez parce que du coup, j'ai ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Donc, en gros, c'est que il y a plein d'aliments que alors, c'est pas que je peux pas les manger, je suis pas allergique, mais si je les mange, j'ai mal au ventre, je suis pas très bien derrière, et ainsi de suite. Et on avait une question qui peut m'être utile et qui peut parler aux autres personnes qui ont la même chose que moi. Alors, quels sont les aliments qui pourraient être sains pour l'intestin ? Je pense que, si je peux me permettre de reformuler, je pense que ce qu'elle voulait dire, cette personne, c'est qu'en fait, quels sont les aliments qu'on peut manger et pour lesquels on ne se sentira pas lourd après. Par exemple, s'il y a des aliments, quand on les mange le soir avant de se coucher, dans la nuit, ça nous pèse, on a du mal à digérer. Et finalement, quels sont les aliments un peu qui font du bien, peut-être aussi à la microbiote ou ce genre de choses. Ouais, je pensais à ça, au microbiote, j'en parlerai après, je pense. Déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est repas trop copieux,
trop riches en graisse. Les repas qui sont très riches en protéines, quand on mange des gros repas de viande, etc., ça peut être un peu difficile aussi. Après, il y a certains légumes. Enfin, en fait, je pense surtout à toi qui as une colopathie fonctionnelle. Il y a certains légumes qui vraiment vont être très difficiles à digérer. Ceux qui sont très riches en fibres, notamment. Les crudités aussi, qui peuvent être plus dures à digérer. Il en faut parce que ça apporte quand même de la vitamine C, notamment, qui est détruite à la cuisson. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre la quantité de légumes et de fruits crus et puis ceux cuits que tu vas manger dans ta journée. L'ail et l'oignon. Ça, c'est des trucs qui fermentent pas mal dans les intestins. D'accord. Et voilà, qui peuvent entraîner des ballonnements. Donc, c'est hyper bon niveau goût. Mais voilà, quand on est un peu sensible, ça peut être difficile. Voilà, après, sûr qu'il y a des intolérances au lactose, au gluten. Mais ça, c'est des tendances vraiment très personnelles. Moi, je suis vraiment contre, en tout cas, de supprimer d'office tout ce qui est gluten ou lactose. Je vois pas trop l'intérêt quand on le supporte bien. Donc, voilà, plutôt tout ça. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de recherches sur le microbiote. Je pense que c'est quelque chose qui... Ah, on dit le microbiote? Ouais, on dit le microbiote. Tu vois, j'ai pensé qu'on disait là. Ouais. Déjà, j'aurais appris Non, quelque chose. C'est plutôt le microbiote. D'accord, le et c'est la microbiote. flore intestinale. Okay. Voilà. D'accord. Donc le microbiote, c'est vraiment l'ensemble de toutes les bactéries qu'on a dans notre tube digestif. Et on se rend compte que ça a vraiment des bienfaits. On parle du deuxième cerveau de l'organisme. Donc il y a vraiment beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Ça pourrait changer beaucoup de choses, je pense, dans le futur pour certaines pathologies notamment. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Donc oui, après, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les probiotiques, qu'on peut trouver notamment dans les yaourts, par exemple, ou les produits fermentés, voilà, qui vont venir nourrir les bonnes bactéries de nos intestins. Et ça aide à mieux digérer aussi, voilà, à stimuler un peu le système immunitaire, donc à être en meilleure forme. Donc voilà, tout ce qui est aliments fermentés, je sais pas, il y a la choucroute par exemple, pour ceux qui aiment ça, c'est plutôt bon pour la santé au final. Je sais que des boissons comme le kombucha, on en parle beaucoup, moi je sais que j'adore ça. Bah pareil, c'est une boisson qui est fermentée, donc qui va plutôt faire du bien à l'organisme, voilà, et venir nourrir toutes ces petites bactéries. Et tout ce qui est Activia, probiotiques, Actimel, tout ça, c'est des trucs bien aussi ou c'est un peu bullshit? Alors c'est un peu marketing, c'est clair, mais c'est quand même plutôt bon pour la santé, quoi. Tout ce qui a des ferments, des probiotiques, ça va quand même venir un peu stimuler les intestins et puis ces bactéries, quoi. Donc ouais, c'est plutôt des bonnes alternatives. Bon, super. Ben voilà. Comme ça, on a tous les éléments pour avoir un intestin en parfaite forme. C'est ça, tout à fait. Et on va passer maintenant à la dernière question de ce podcast, et pas des moindres. Et je pense qu'elle va te parler, cette question, parce qu'après avoir écouté ton podcast, QNU, je le rappelle, je sais que c'est un sujet qui est important pour toi. Comment peut-on faire dans un monde de malbouffe où le fast-food est vraiment mis en avant? Comment on peut faire pour éviter toute cette tentation? Alors ouais, cette question, elle est intéressante. Éviter les tentations... Je pense que c'est compliqué, enfin vraiment les éviter, à part de vivre dans une bulle et ne pas sortir de chez soi, pas regarder la télé ni les réseaux sociaux, parce que je pense que voilà, de la malbouffe, il y en a un peu partout. En tout cas, les tentations sont partout. Après, je pense qu'il y a des façons d'en profiter en faisant des choses plutôt saines. Alors souvent, en les faisant chez soi, pardon. Il y a des enseignes, je pense, qui maintenant font aussi des progrès sur la qualité des produits qu'elles proposent. McDonald's qui sort ses frites de légumes, on en parle? Ouais, ça, alors bon, je suis pas allée les goûter, je suis un peu curieuse quand même, je dois avouer, mais j'ai lu qu'elles étaient genre plus caloriques que les frites classiques. J'ai vu ça aussi. Voilà, c'est très très controversé, c'est très marketing, évidemment. Je pense qu'il faut faire attention à ça, quoi, aujourd'hui. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer des produits végétariens, du commerce et tout ça, en disant que ça va être meilleur pour leur santé. Mais attention, ça reste des aliments ultra transformés, donc généralement, c'est quand même bourré d'additifs. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne mettrait pas soi-même dans son plat, en fait. Donc, faire attention à ça, quoi. Il y a un peu du greenwashing alimentaire, d'une certaine façon. Donc, faire attention à ça. Privilégier la cuisine qu'on fait soi-même, et on peut se faire vraiment plaisir. Enfin, faites-vous des frites maison et des burgers maison si vous en avez envie. Voilà, mais je sais que ça peut être difficile dans le monde dans lequel on vit, c'est clair. Et puis au pire, c'est pas, je sais pas, est-ce que si un coup de temps en temps, c'est un McDo, non, c'est bien pas grave. sûr, on revient à ce qu'on disait au début de l'épisode. Franchement, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir de temps en temps. Personne ne viendra dire à quel point vous êtes une mauvaise personne ou je ne sais quoi. Non, bien sûr. Après, c'est un effort collectif en fait à faire. Bien sûr que nos choix ils sont importants, je pense, pour faire évoluer les consciences et faire évoluer le monde dans lequel on est.
pour reprendre un chef que j'adore, et je pense que les gens qui me connaissent et qui écouteront cet épisode seront morts de rire que j'en parle, mais pour reprendre Florent Laden, qui dit que manger c'est voter 3 fois par jour, bah oui, c'est totalement ça en fait. C'est vrai que c'est qu'on a un peu le pouvoir en fait, et donc c'est vrai que c'est nos choix alimentaires qui vont peut-être permettre de faire évoluer le monde dans lequel on vit aussi, quoi. Donc faut prendre conscience de tout ça, mais une fois de plus, voilà, moi je suis pas du tout là pour faire culpabiliser les gens de quoi que ce soit. Je suis loin d'être parfaite également. J'aime bien me faire plaisir, un bon burger ou voilà un truc un peu cheat meal comme on disait, ça fait toujours du bien. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un rapport un peu décomplexé avec la nourriture en fait. Je pense que ça va être le mot de la fin de ce podcast, et je suis ravi de t'avoir reçu, et je suis complètement d'accord, et je pense que ce qu'on peut retenir finalement de ça, c'est voilà, l'alimentation avant tout, ça doit être se faire plaisir en fait. Ouais. Ça doit être apprécier ce qu'on C'est mange, ça. et à partir déjà du moment où on a ça, on a déjà beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Ouais, l'alimentation, il faut vraiment que ce soit un plaisir, quoi. Éclatez-vous dans ce que vous cuisinez, dans ce que vous mangez. Il faut que ça reste quelque chose de convivial. Ouais, vraiment, faites-vous plaisir. Et puis mangez surtout. Super, merci beaucoup, Merci à Caroline. toi pour cette invitation. Je suis ravi de t'avoir reçu. Donc Également. c'est la fin de ce podcast. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à nous laisser un petit commentaire. Donc merci encore une fois, Caroline, d'avoir répondu à nos questions. J'ai un peu l'impression que tu nous as offert une séance gratuite avec une nutritionniste diététicienne. C'est trop bien. Eh ben, tant mieux. Écoutez, moi j'adore parler de ces sujets-là, donc n'hésitez pas à venir vers moi et puis à écouter QNU aussi, où vous trouverez, je pense, pas mal d'infos, voilà, sur comment peut-être mieux manger ou différemment en tout cas. C'est ce que j'allais dire justement. Et où est-ce qu'on peut l'écouter, ce podcast Et ben, on peut l'écouter sur toutes les plateformes, du coup, voilà, Spotify, Deezer. Après, il y a un compte Instagram, un compte Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller suivre cette aventure-là aussi. Donc il suffit de taper QNU sur les plateformes d'écoute de podcast et on le trouve. Ouais, QNU, Foodcast ou podcast, et vous devriez le trouver. Super, en tout cas, on a hâte de l'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour recevoir un ou une nouvelle invitée qui répondra aux questions de la foule. La